qu'obtient-on avec l'engagement? L'étude réalisée par l'Institut de l'économie positive et Bain place l'environnement, la transparence et la pauvreté parmi les 3 préoccupations majeures des habitants de la planète. Et pour répondre à ces sujets, les pays, du coup, doivent-ils s'engager dans les politiques publiques plus drastiques et en ont-ils les moyens? Les entreprises doivent-elles repenser le capitalisme afin qu'il soit plus responsable? Les citoyens doivent-ils se penser en acteurs plutôt qu'en victimes? L'engagement est-il un sacrifice ou un investissement? Que peut-on espérer de l'engagement? C'est l'objet de cette prochaine discussion. Elle est modérée par Marie Vizot, que j'appelle à mes côtés, éditeur en chef au Figaro, qui va donc appeler ses panélistes à la rejoindre. Marie Vizot, c'est à vous. Bonjour à tous, je suis donc Marie Vizot, je suis journaliste au Figaro. Permettez-moi juste de vous dire le plaisir que nous avons ici d'être ici devant vous, et je parle là au nom de nos intervenants qui sont donc venus parler ce matin devant vous de l'engagement. Comme vous l'avez entendu ce matin, l'étude qui a été présentée par Bain place donc l'environnement, la transparence et la lutte contre la pauvreté parmi les priorités des citoyens. Une fois ce constat posé, voilà, les États, les citoyens eux-mêmes, les entreprises doivent s'adapter, et c'est à tous ces enjeux de notre nouveau monde de tous ces enjeux que nous allons discuter ce matin. Donc, je vous représente pas, tout est précisé sur le côté. Voilà, Philippe Varin, Cynthia Fleury, Isabelle Cocher et puis David Sayed qui vont parler de tout ça avec nous. Je vais donner la parole en premier à Philippe Varin, président de France Industrie. Comment répondre à toutes ces... Vous avez vu l'industrie évoluer au cours de votre carrière pour s'adapter aux périodes, aux époques, jusqu'à aujourd'hui. Comment on fait quand on voit le désir d'environnement, de transparence et de solidarité, je le redis, quand on est une grande entreprise, a fortiori dans le secteur de l'industrie, pour s'adapter? Bien, écoutez, comme vous le dites, j'ai un certain nombre d'heures de vol dans l'industrie, puisque j'ai 41 ans d'industrie, donc je ne vais pas vous dire la même chose que Dominique Louis, mais j'ai vécu l'industrie linéaire, hein, c'est-à-dire de l'extraction à la production, et puis ensuite les produits aux consommateurs, et puis la mise en décharge, sans que ça me pose de problème pendant un certain nombre d'années, dans des situations assez compliquées en général, dans l'aluminium, l'acier, l'automobile, le nucléaire maintenant. Et je suis président de France Industrie avec ce sujet, c'est que nous émettons 450 millions de tonnes de gaz à effet de serre, et qu'il faut savoir comment, à l'horizon 2050, on va passer à zéro, hein, puisqu'on veut être un pays neutre en carbone. Et ça, c'est un sujet extrêmement concret. Et je dois vous dire qu'il n'a pas été très bien pris si je prends les 20 dernières années, puisque la France elle a réduit ses émissions de 20% de 1995 à 2015, on s'en réjouit, mais l'empreinte carbone elle a augmenté de 11%, puisqu'en fait on a importé les matériels ou matériaux, équipements dont on avait besoin, et on a sorti nos usines. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que l'industrie, c'est l'arme anti-chômage. Donc on a un emploi industriel, 3-4 emplois induits. C'est 2, l'arme anti-fracture territoriale, puisque quand il y a un désert industriel, on a un certain nombre de problèmes qui créent des crises que vous connaissez. Et puis c'est aussi, je dirais, ce qui permet l'ascenseur social, puisque dans l'industrie, on a des emplois intermédiaires, et dans les services, on en a moins, puisqu'on a des emplois très évolués, et puis on a aussi des emplois du dernier kilomètre. Donc l'industrie, c'est absolument indispensable, et puis c'est la réponse à un certain nombre de défis sociétaux. Les réponses, elles sont sur le terrain, comme on l'a vu dans toute la matinée, mais il y a un certain nombre de grandes options qu'il faut prendre, et surtout communiquer, je dirais, à l'ensemble de nos citoyens, consommateurs, et c'est un des enjeux qui a été évoqué tout à l'heure. Alors en pratique, sur les 450 millions de tonnes, aujourd'hui, on a créé 18 communautés, qui sont 18 filières industrielles, qui sont chargées de prendre en charge les communautés de destin de ces communautés industrielles, c'est-à-dire c'est l'aéro, c'est le naval, c'est l'automobile, c'est la construction, c'est le nucléaire, c'est la chimie, c'est l'eau, avec Antoine Frérot, que vous avez vu tout à l'heure, qui préside cette communauté. On en a 18. Et ces 18, elles traitent des questions de long terme, comment on digitalise notre industrie, comment les grandes entreprises aident les PME à se développer en France et international, comment on
développe des compétences spécifiques des métiers de chaque filière. Et maintenant, comment on traite ces questions d'environnement, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, et aussi l'économie circulaire. Alors sur les 450 millions de tonnes, notre problème, il est dans le principe assez simple à expliquer, moins facile à réaliser. Première bonne nouvelle, on n'a pas de problème sur le système électrique, puisqu'on a du nucléaire et des renouvelables. Alors on peut être pour ou contre, mais sur le plan du CO2, on a un des meilleurs mix au monde. Réjouissons-nous, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans ce domaine. Deux, il y a la décarbonation des procédés industriels, 18% des émissions. Moi, je pense que ces communautés que j'évoquais, si on leur donne le challenge d'être neutres en carbone à l'horizon 2050, elles seront capables de le faire. On va créer des technologies nouvelles, à court terme en économie d'énergie, parce que c'est l'énergie la plus efficace, celle qu'on économise, mais aussi pour faire un jour de l'aluminium sans carbone. Du ciment, ce sera plus difficile, mais peut-être qu'un jour, il faudra remplacer le carbone par de l'hydrogène. Vous voyez, donc on va trouver ces solutions. La mobilité, la France a un plan, avec les véhicules électriques. On a un vrai sujet, on a un angle mort aujourd'hui sur la construction, qui est un énorme sujet, parce que c'est pratiquement 20% des émissions, et un deuxième angle mort sur l'alimentation. Angle mort parce qu'on n'a pas de grand plan à 10 ans sur ces sujets. Par exemple, sur le bâtiment, on a 5 millions de pavillons en France. S'il faut les faire passer du rating G ou H à A ou B, en moyenne à 30 000 € du pavillon, ce qui est vraiment très bas pour la rénovation thermique, c'est 150 milliards. Bon, et donc la question, c'est comment on a un réel plan. Et il nous faut en France une gouvernance qui soit capable d'expliquer aux industriels, avec le concours des industriels, les solutions aux citoyens français. Il va falloir rouler en électrique ou au biocarburant, il va falloir avoir des pavillons qui sont calorifugés, il faudra manger différemment, et c'est ça qui va créer la solution, au bout du compte, à l'horizon 2050. Je vais juste rebondir sur ce que vous disiez, ouais. Philippe Varin, pardon. Alors qu'on vous engage, vous, entreprise, à participer au plein emploi, qu'on vous demande des milliards d'investissements pour l'écologie, l'économie circulaire et tout ce que vous citiez, comment on fait pour que l'effort soit soutenable financièrement et que ça ne devienne pas le sacrifice pour les entreprises dont on parlait tout à l'heure ? Alors d'abord, on parle souvent, c'est une bonne question bien sûr, on parle souvent de risques pour les entreprises. En réalité, derrière, il y a une énorme opportunité. C'est-à-dire que si on sort vivant de ce processus, on aura créé une offre française que l'on pourra vendre dans le monde. Et c'est pour ça que les filières industrielles, et peut-être qu'Isabelle en reparlera tout à l'heure, mais elles ont un rôle très important dans ce domaine. La question, c'est comment on finance tout ça. Alors, je vais être un peu iconoclaste, parce que si on attend que la taxe carbone nous permette de financer tout ça, comme le dit la théorie libérale, avec la main invisible du signal prix, vous oubliez tout de suite, on sera en 2050 et on se posera toujours la question. Et on ne sera pas très très bien. Donc c'est pour ça que ces communautés, elles sont en train de faire le travail différemment. Elles consistent à dire, voilà, la France a une stratégie nationale bas carbone, qui a été votée, c'est une loi d'ailleurs, mais enfin ça tire une sorte de trait de maintenant à 2050 sans avoir un soubassement de solutions qui soit prêt. Donc la question c'est comment peut-on travailler dans ces communautés, ces filières, voir quelles sont les solutions possibles et surtout comment, à quelles conditions financières on aura entre guillemets un modèle d'affaires qui va être rentable parce que sinon ça ne marchera pas. Alors je vais vous dire, il y aura un peu de taxe carbone, mais il faudra rendre les produits de la taxe carbone aux citoyens, pour la taxe carbone portant sur les citoyens, il faudra leur rendre pour les citoyens les moins aisés. Pour l'industrie, la taxe carbone, il faudra la rendre pour développer la technologie. Mais ça va prendre du temps. Donc, entre-temps, écoutez, c'est simple, il faudra soit des subventions, mais l'État n'a quand même pas des moyens illimités, comme ça a été dit tout à l'heure, et vous en êtes tous convaincus. Mais je pense que le secteur bancaire va pouvoir doit jouer un rôle absolument important. Quand les taux sont à zéro, ou négatif. C'est quand même un monde qu'on n'arrive pas à trouver des solutions de financement. Alors il y a la BEI qui vient d'être la Banque pour le climat qui sera une solution, mais il va falloir aussi qu'un certain nombre d'investisseurs, de green bonds, etc., massivement financent cette transition. Et je dois dire que quand je vois aujourd'hui que des banques prennent des décisions de ne pas financer le charbon, commencent à être assez décisionnaires finalement,
Maintenant, il faut faire de la décision positive et venir financer cette transition qui va coûter cher. Merci Philippe Varin. Alors la décision positive, Cynthia Fleury, l'environnement, la transparence, la solidarité, quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous vous dites? Que ce sont de belles paroles ou que enfin ces valeurs qui existent depuis la nuit des temps, finalement, elles s'imposent enfin à notre société? Alors, je ne me permettrai pas de porter un jugement aussi binaire, mais en l'occurrence, tout de même, il y a un effet, personne ne peut le nier, d'un consensus. Alors, bien évidemment, il y a toujours un déclaratif qui est supérieur à la mise en cohérence des principes et des pratiques. Sur la question de l'engagement, si je vois pour mon travail à moi, qui est celui des SHS, des sciences humaines et sociales, on voit quand même très clairement que notre engagement qui existait sur ces questions de responsabilité sociale environnementale, aujourd'hui, voilà, trouve un écho absolument déterminant, que ce soit dans la sphère des entreprises, que ce soit bien évidemment chez nos propres étudiants. Je vous rappelle le manifeste, mais qui est quand même tout à fait important pour un réveil écologique qui a été porté par les étudiants, notamment des grandes écoles, en expliquant que voilà, dorénavant, ils n'auraient pas envie, ils ne veulent pas travailler avec des entreprises qui ne prennent pas l'accord de Paris au sérieux. Et je pense qu'on peut valider le fait qu'on n'est pas que dans du déclaratif. Donc il y a un effet générationnel absolument déterminant. Et puis il y a aussi toutes les SHS qui ont voulu montrer, je dirais, l'evidence-based humanities, c'est-à-dire le fait qu'il y a un coût. Il y a un coût absolument énorme, économique, psychique, sur la santé physique, des externalités sociales, bien évidemment, au sens de la justice sociale, des externalités négatives de notre économie. Donc, ce projet d'une économie décarbonée, aujourd'hui, lorsque vous voyez un sondage comme le vôtre, une étude qui place l'environnement au début, comme ça, en fait, c'est un mot immense qui dit l'assemblage de justice environnementale passe par la justice sociale, c'est la place de la nature dans notre contrat social, c'est l'accès pour tous aux services écosystémiques. Voilà ce qui est dit dans le terme environnement. C'est pas une préservation sous cloche de la nature. Ce qui est dit, c'est nous voulons préserver l'humanisme de l'homme et donc nous allons réinventer nos modes de production, nos modes de consommation, nos formations. On invente quantité aujourd'hui de masters, de formations, de cursus qui sont dédiés au fait de penser la question anthropocénique de manière transversale. Donc c'est un enjeu d'innovation sociale. Après, oui, il y a une question de financement, mais c'est vrai que les Green Bonds, le Finance Climate Day, etc., il y a encore quelques années, je vous jure que c'était quand même ressenti comme... enfin, je vais laisser mes camarades s'exprimer là-dessus, mais voilà, aujourd'hui, il y a un sentiment de manquer un tournant historique pour chacun, de manquer une nécessité d'inventer le monde de demain. Et ce n'est pas simplement des mots. Je pense qu'il y a véritablement un engagement. Alors après, en revanche, ce sont des arbitrages de politique publique, de financement, et comme tous les arbitrages, il y aura un système de renoncement et puis un système de nouvelle réciprocité à mettre en place. Mais oui, je défends le fait qu'il y a quelque chose qui se passe quand même, oui. Merci beaucoup Cynthia. Isabelle Cochard, vous avez l'impression de manquer un tournant historique, comme le dit Cynthia. Et puis, pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Philippe Varin de manière assez rapide, il disait qu'il y a des bénéfices pour l'entreprise de répondre aux préoccupations des citoyens. Pour vous, c'est très clair, il y a des bénéfices pour votre entreprise de répondre à ces préoccupations nouvelles. Alors, d'abord, le sentiment, effectivement, de vivre un tournant historique, que je partage absolument ce que Cynthia a dit. Je pense que, au fond, l'idée qu'on a atteint les limites du système est assez claire maintenant. Et elle est de mieux en mieux partagée, enfin, il me semble. Il y a le sujet du réchauffement qui a été un peu le wake-up call, mais c'est bien plus large. Et je suis arrivée juste à la fin de la table ronde précédente et j'entendais le débat vif là-dessus qui disait mais au fond on ne peut pas tout résoudre, pas tout ramener au changement climatique. Je suis absolument d'accord. On consomme presque 2 planètes par an en ressources naturelles. Enfin, c'est évidemment pas tenable. Et puis il y a aussi l'aspect insuffisamment inclusif de notre dispositif. C'est quand même frappant de voir que de plus en plus de gens se sentent exclus du système. Donc c'est pas tenable.
Mais je crois que ça, c'est quand même... ce sentiment est partagé. Bon, donc, il faut réinventer. C'est un mot qui a été dit aussi. Alors, c'est une réinvention sous forte contrainte. Je pense qu'il faut les regarder en face, ces contraintes. Si je reviens sur un sujet précis, qui est le réchauffement climatique. Tout à l'heure, Philippe Varin disait c'est une transition qui va coûter cher. Oui, parce qu'il faut réinvestir dans toute une génération de technologies. Il va falloir passer encore plus massivement qu'aujourd'hui aux renouvelables. Donc il y a un investissement à faire. On ne peut plus simplement reposer sur les infrastructures de production existantes qui sont très amorties et donc très compétitives. Il faut repartir de l'avant. Et sous forte contrainte, parce qu'une fois qu'on a dit ça, pour autant, pour le consommateur et pour les entreprises, ça ne peut pas coûter plus cher qu'avant. Ça ne peut pas coûter plus cher qu'avant. Moi, je crois qu'il faut qu'on regarde là aussi assez lucidement ce sujet-là. C'est frappant de voir que certes, il y a les étudiants dans la rue qui nous disent attention, fin du monde, et ils ont raison. Enfin, ils ont raison, j'espère que non, mais en tout cas, ils ont raison de nous mobiliser, de nous encourager à nous mobiliser là-dessus. Et en même temps, on a le lendemain des manifestations plutôt sur le thème fin du mois. Et donc, là, je pense que le challenge, il est dans la prise en compte des deux. Il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, c'est une réalité. Il y a encore des populations entières hors d'Europe essentiellement, qui ne se sentent pas faire partie du cycle de développement. Donc, alors, cette réconciliation des deux, moi je pense que ça invite à revoir complètement les modèles de consommation. Et que si on se dit au fond, si je reste sur le sujet de l'énergie, à l'unité elle va coûter plus cher, au moins 15 ans, pas pour toujours, mais pour au moins 10-15 ans peut-être, la seule façon que ça ne coûte pas plus cher sur la facture, c'est d'avoir moins de volume. Donc ça veut dire réinventer notre rapport à la consommation. C'est vrai dans les entreprises, et ça a été dit tout à l'heure aussi, le gisement d'efficacité est colossal en fait. Nous avons pris le parti en tant que groupe énergétique, parce que vous nous parlez d'engagement, donc je pense que ça nous renvoie chacun à nos responsabilités aussi. Donc, le groupe que je dirige est un grand groupe énergétique et donc par définition très concerné par le sujet du carbone, parce que le secteur de l'énergie est le premier émetteur de carbone du monde. Et nous avons pris le parti de prendre ce sujet de la transition énergétique comme notre challenge, et précisément de le faire d'une manière qui soit abordable pour les gens et qui ait un impact positif, voilà, sur la vie des gens. Et nous avons, en un mot, je vous décris la manière dont nous l'avons vraiment mise en œuvre, parce que j'ai entendu aussi le sujet de la mise en œuvre. Il y a l'engagement, et puis ensuite, est-ce que ça suit derrière? Est-ce qu'il y a mise en œuvre? Bon, c'est pas parfait, bien sûr, mais enfin, il y a une mise en œuvre réelle que je pourrais résumer ainsi. Nous avons fait l'analyse que la réduction des volumes consommés était le challenge pour rendre cette transition énergétique abordable pour tout le monde. Et du coup, nous sommes devenus, alors que nous étions un groupe qui était d'abord un producteur d'énergie et qui était rémunéré pour ça, nous sommes aujourd'hui d'abord un groupe qui aide ses clients à faire des économies d'énergie et qui est rémunéré pour ça. Une sorte d'inversion, si vous voulez, du modèle. Et pour arriver à réconcilier ce fin du monde, fin du mois. Alors, est-ce que, parce que c'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure, est-ce que c'est supportable pour l'entreprise? Et même mieux que ça, est-ce que par hasard, ce ne serait pas porteur pour l'entreprise? Mais évidemment que c'est porteur pour l'entreprise. Parce que dans la société d'aujourd'hui, c'est ce qui est attendu de nous, je crois. C'est de ne pas seulement réfléchir à la rémunération de l'actionnaire. Évidemment qu'on a des actionnaires et évidemment qu'il faut les rémunérer. Mais il faut aussi répondre aux besoins de la société d'aujourd'hui. Et le pari que nous avons fait, c'est qu'en opérant cette bascule, nous serions justement plus attractifs. Justement plus attractifs pour nos clients, justement plus attractifs pour nos talents. Et alors, on s'est lancé là-dedans il y a 4 ans maintenant. Donc, c'était un pari. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire avec précision ce qui s'est vraiment passé ou pas passé. Ce qu'on a vu dès la première année, c'est un impact très positif sur la dynamique économique de notre entreprise. On était plutôt en perte de vitesse en termes de nombre de clients, par exemple, parce qu'on s'était un peu décalé, je pense, de ce qui était attendu de nous. Dès la première année de notre virage, on a regagné. On était un groupe en décroissance, on est aujourd'hui un groupe en croissance. Sur les talents, encore plus spectaculaires. Nous sommes un groupe de 170 000 personnes.
nous recevions spontanément tous les ans, et c'est un KPI que je regarde systématiquement, à peu près 250 000 CV par an. Les années 2012, 13, 14, 15. Nous avons annoncé notre changement de stratégie début 2016, nous sommes passés à 330 000, puis 450, puis 550. Aujourd'hui, 2019, l'année n'est pas finie, nous sommes à 770 000. Donc, alors ça ne fait pas tout, hein, mais c'est quand même un indice extrêmement fort. La société d'aujourd'hui, elle attend autre chose des entreprises, et plus on se préoccupe de, vous savez, c'est les 3 P, Profit, Planet and People, plus on se préoccupe de précisément l'impact Planet and People, et plus on est attractif, et donc plus on est aussi performant au plan économique. Et moi, je nous invite tous à considérer cela, sortir d'espèce de dilemme dans lequel on nous a très longtemps mis, en disant, vous les entreprises, de toute façon, vous avez un choix à faire. Ben non. Justement, nous les entreprises, on est là pour répondre à une attente qui est très forte, et ce que je peux dire, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est qu'en plus, ça a généré un meilleur P de profit, et j'en déduis que, voilà, business for good, puisque c'est l'expression couramment employée, business for good, ça peut être aussi good business. Et je pense que ça, c'est un facteur très encourageant pour la suite, qui va permettre, je crois, massivement au monde économique de devenir un levier à très grande échelle de la transformation qui est devant nous. Merci beaucoup Isabelle Kocher, on retient le slogan. Avant de nous quitter, parce qu'il a des engagements par ailleurs, Philippe Varin voulait réagir juste, à ce qui vient d'être merci dit. beaucoup. Juste un mot pour partager une réflexion qui a été évoquée par Isabelle, qui est la suivante. Le CO2, c'est un concept assez abstrait que les gens ne comprennent pas forcément. C'est anxiogène, parce qu'on ne le voit pas, etc. Et en fait, le vrai sujet que nous avons, c'est l'économie de la ressource en général. Parce que si on utilise moins de matériaux dans tout ce qu'on fait, et ça c'est très concret, juste vous savez qu'un smartphone qui pèse 132 grammes génère une extraction de la planète de 70 kg à cause des terres rares. Hein, et que votre voiture est utilisée à 5% du temps, en moyenne, et que demain, on ne devrait pas calculer les litres au 100, mais le nombre de grammes de matériaux par kilomètre parcouru. Et à ce moment-là, vous verriez que lorsqu'on passe au robot-taxi et qu'on aura un taux d'utilisation comme Uber à 40 ou 50% au lieu de 5, on va réduire la consommation de matériaux par 8 ou 10. Donc, mon point, c'est l'économie de la ressource, on devrait s'en préoccuper beaucoup plus, parce que ça joue sur 3 tableaux qui sont critiques. Un, le CO2, et le dernier rapport des Nations Unies qui s'appelle le Global Resource Outlook est très intéressant. Il dit que ça explique 50%, c'est un levier pour 50% des émissions de CO2. 2, c'est en plein dans l'économie circulaire, qui est un deuxième sujet, et c'est plus large que l'économie circulaire. Et 3, ça explique 90% des problèmes de biodiversité. Et donc, c'est juste une réflexion de méthode. On devrait parler beaucoup plus de l'économie de la ressource que de ces 3 chapitres, CO2, économie circulaire, biodiversité. On se simplifierait la vie et ce serait beaucoup plus compréhensible pour l'ensemble de nos consommateurs/citoyens. On vous remercie beaucoup, Philippe Varin, pour votre participation à cette table ronde. Et je chipe votre place. Et je me tourne vers vous, David. Alors, vous, comme avocat, vous conseillez des organisations internationales, des États, des entreprises, pour des opérations de restructuration financière. Dans votre quotidien, est-ce que votre accompagnement doit-il désormais refléter une certaine création de valeur durable ? Et comme je suis sûre que vous allez me dire oui, je vais enchaîner sur une deuxième partie de question qui est que vous conseillez aussi des pays en développement. Et comment est-ce que votre quotidien justement s'articule avec les pays en développement qui n'appliquent pas tous les mêmes règles et qui ne sont pas tous aussi avancés entre guillemets que les pays du Nord sur les valeurs dont nous parlons ce matin? Oui, donc je vais dire oui à la première réponse, à la première question, parce que c'est évident. Donc, mais la question c'est comment et pourquoi et comment faire. Donc premièrement, et d'ailleurs ce matin, j'ai été là depuis le début, donc j'ai entendu à peu près toutes les interventions et les débats. Il y a eu quelques débats, c'était très intéressant le dernier,
où il y a eu même, je dirais, un certain affrontement d'idées. Je pense qu'il faut accepter la différence. Je pense que le problème d'aujourd'hui, et je ne vais pas parler de climat et d'entreprise, je suis avocat, donc je vais parler de l'humain, du système d'entraide et de coexistence entre les pays, les entreprises, les citoyens. C'est ça, vivre ensemble. Voilà. Je pense que le problème d'aujourd'hui, que je vois... aujourd'hui, dans les 3 dernières années, j'ai dû faire 40 pays. Et quasiment chaque mois, 2-3 pays. Allant du Madagascar, à Eswatini, au Pakistan, Brésil, Venezuela, etc. Donc pas des pays simples nécessairement, bien entendu aussi, Londres, New York, Paris, beaucoup plus facile. Et quand je dis beaucoup plus facile, parce qu'on est riche. Nous sommes les pays riches. Nous sommes les pays qui avons imposé nos normes, qui avons imposé notre système, qui avons le pouvoir financier et la technologie. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est juste un constat, c'est la vérité, c'est notre responsabilité. Depuis 10 ans, j'ai changé totalement ma façon d'aborder ce sujet. Les 20 premières années de ma carrière, j'ai fait effectivement, comme vous dites, conseiller les entreprises, beaucoup d'entreprises qui sont ici, dans les financements, les opérations d'M&A, de croissance, etc. Depuis 10 ans, et c'est une tragédie personnelle ou c'est une réalisation qui change une vie. Je sais qu'il y a des personnes ici, j'ai participé à un séminaire chez Jacques récemment, une personne dans l'audience a vécu une tragédie personnelle qui a changé sa vie. En tout cas, j'ai déduit ça de la discussion très très sobre que j'ai eue avec cette personne. Moi aussi, j'ai eu une tragédie dans ma vie. Je suis irlando-pakistanais, né à Karachi, grandi au Venezuela, Brésil. Et en fait, mon père a été assassiné il y a 12 ans au Venezuela. Donc, je me suis dit, comment réagir à la tragédie ? Soit en se renfermant, et on voit beaucoup de ça aujourd'hui, on se renferme sur le passé, sur nos valeurs, sur ce qui a marché dans le passé, ou on essaie de comprendre pourquoi. Alors, moi, je pense que c'est plus intelligent et plus utile de comprendre pourquoi. Donc, j'ai changé mon business, en fait, en quelques années, et je conseille les pays émergents. Pourquoi ? Parce que les pays émergents ont une série de problématiques qui ne sont pas les problématiques des pays émergés. C'est très simple. La violence physique, les problèmes alimentaires, les problèmes de sécurité, je dirais, tout ce qui est accès à la healthcare, comme on dit en anglais, access to healthcare. Bien sûr qu'on a des gros problèmes dans les pays émergés. Nous devons traiter le problème du carbone, des émissions, etc. Mais on doit aussi comprendre que notre façon d'aborder le problème chez nous n'est pas nécessairement transposable. Donc, quand on regarde les institutions internationales, FMI par exemple, je travaille beaucoup sur les problèmes de refinancement des pays. Argentine, Venezuela, je suis d'ailleurs le conseil de plusieurs pays. Voilà. On voit que ça ne marche pas. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure, c'est très intéressant. Le Chili, cette belle démocratie. Le Chili a vécu 30 ans de dictature sanglante et a essayé de reconstruire une démocratie avec une grande difficulté, parce que ça nous ressemble, parce que c'était un modèle libéral et qu'on s'est dit tout va très bien là-bas, et tout explose, et on dit pourquoi ça explose ? Parce qu'on n'a pas regardé les différences, on n'a pas regardé la vérité sociale du pays. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, ici à Paris, dans cette audience-là, avec nos compétences, chefs d'entreprise, avocats, financiers, etc., c'est d'essayer d'apporter évidemment les problèmes, les solutions chez nous, mais c'est aussi d'apporter les solutions dans les pays émergents en adaptant notre point de vue, en essayant de localiser au maximum la prestation, notre façon, et repenser en fait notre modèle d'intervention. Voilà. Merci David pour ce témoignage. Alors, comme d'habitude, Cynthia Fleury, elle prend 1 million de notes pendant les débats. Vous verriez ces petits carnets, c'est impressionnant. Donc, je suis sûre qu'elle veut nous dire quelque chose, là, Cynthia.
Oui, je suis toujours étonnée que ça produise tant d'effets de prendre des notes. Mais bon, c'est comme ça que j'ai appris à réfléchir. Non, juste sur j'ai 4 points, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la différence, si vous voulez, de la production des gaz à effet de serre, c'est 10% des plus riches d'entre nous produisent 50% des gaz à effet de serre et 50% des plus pauvres produisent 10%. Donc c'est ce ratio-là et cette difficulté-là sur la responsabilité, comment dire, certes collective et partagée, mais différenciée, puisque de toute façon, et c'est toute la problématique de ce qu'on appelle aussi la date de référencement, c'est-à-dire qui va porter ce fardeau-là, parce que c'est compliqué, et en même temps, à partir de quand on commence à considérer que nous sommes à peu près tous les mêmes sur cette responsabilité. Alors, un premier point qui était important tout à l'heure, c'est effectivement de comprendre. C'est vrai qu'on a un défaut de pédagogie sans doute. Le problème est systémique. Et quand on vient créer encore des silos avec ces histoires de carbone, de ceci, de cela, on manque véritablement cet enjeu de mise en cohérence de nos enjeux et qui parlerait certainement mieux. Moi, je voulais dire juste un point. Pourquoi l'engagement, puisque c'était notre sujet. Nous sommes aujourd'hui, vous avez peut-être lu un ouvrage qui vient de paraître sur les origines du populisme et qui est tout à fait intéressant, qui est écrit par Cohen, Algan, etc. Et qui pose que voilà, nous avons nous avons un indice de confiance totalement en déficit et qu'il y a populisme à partir du moment où il y a 2 systèmes qui sont atteints, à savoir la confiance institutionnelle envers les institutions et puis la confiance interpersonnelle. Il est clair que l'engagement est véritablement un antidote à ces 2 problèmes-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rendez possible un engagement et des structures coopératives d'engagement et de réflexion autour de l'engagement, vous restaurez de la confiance interpersonnelle dans un premier temps avec vos collègues, etc., votre entreprise, et 2, envers les institutions, puisque dans ce grand cycle de l'engagement, aujourd'hui, l'État, les institutions, les politiques publiques arrivent en fin de parcours, mais ils sont là pour valider et faire de la montée en généralité. Donc c'est un antidote absolument déterminant pour la question du populisme et du relent ressentimiste qui quand même structure nos sociétés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'était de dire oui, aujourd'hui, la majorité des individus considèrent que l'entreprise, c'est politique. Au sens de, ça a un rôle de transformation sociale et pas simplement un rôle économique. Et ils défendent ce qu'on peut appeler une indivisibilité des principes, ce que vous avez appelé profit, people and planet. Mais voilà, c'est-à-dire de dire le profit est un moyen, c'est un outil de la soutenabilité d'une entreprise, mais ça ne peut pas être que la finalité. Donc cette réflexion absolument primordiale sur ce qu'est une entreprise, elle est déterminante. Et dernier point, alors là, je dirais la chose peut-être la plus simple, c'est que dans tous ces systèmes, effectivement, il y aura des choix, des arbitrages, des renoncements. Il y a un niveau peut-être où moins c'est mieux, c'est la question de la santé. Et ça, c'est assez intéressant de voir qu'au niveau de la santé, de fait, moins consommer, consommer différemment, mais véritablement moins, va nous emmener vers un allongement de la vie et absolument déterminant pour une santé psychique et physique supérieure, et que là, on a un renoncement qui n'est absolument pas un renoncement, mais qui est véritablement une montée en qualité de vie. Je le dis parce que c'est assez rare. En ce moment, je veux dire, il y a d'abord de la sensation de perte, et là, pour le coup, on a un univers au contraire où mieux on va consommer et plus on va aller vers cet allongement de la vie. Et donc, voilà, là, il y a un enjeu absolument considérable. On sait que les facteurs environnementaux ont une place croissante dans les maladies chroniques. On connaît la valeur du microbiome, etc., dans notre système de santé. Donc, ça, c'est un point essentiel, sans parler, encore une fois, de la science et du tournant épistémologique qui se fait à ce niveau-là, parce que c'est de l'invention, c'est de l'innovation. Et je vous renvoie juste à un manifeste qui est sorti ou qui va sortir et qui renvoie justement à la transition scientifique, c'est-à-dire au fait que tous les scientifiques, voilà, dorénavant, interrogent également leur objet de recherche, leur méthodo sur cette question de l'anthropocène. Merci beaucoup, Cynthia. Alors, pour aller encore plus loin et pour finir sur cette question de l'engagement, Isabelle Kocher, on a envie de vous demander, c'est une question à la fois personnelle et pas du tout personnelle, qu'est-ce qu'un dirigeant de grande entreprise comme vous, en tant que personne, peut porter comme engagement ?
pour prolonger ce que vient de dire Cynthia, c'est, je crois, d'abord réfléchir au rôle de l'entreprise dans la société, réfléchir à sa raison d'être, hein, puisque c'est sous cette forme que cette réflexion a été profilée. Nous sommes tous appelés à réfléchir à la raison d'être des entreprises que nous dirigeons. Je crois que c'est ça la première forme de l'engagement. Et puis ensuite, c'est accepter la mesure, si je puis dire. Et je pense que tous les éléments qui permettent d'objectiver. Vous avez parlé de la confiance envers l'institution, mais y compris l'institution industrielle. Je pense que nous sommes dans une époque où la société doute fortement de ce qu'on lui dit. Et donc, tout ce qui permet d'objectiver permet d'abord de recréer de la confiance et puis permet de progresser. Et toutes les initiatives dans ce domaine, à mon avis, sont encouragées. Et les indices de positivité qui sont organisés par Positive Planet sont exactement dans cette direction-là et sont extrêmement précieux. Et donc, voilà, il faut, je crois, vraiment accepter de réfléchir au purpose, comme disent les anglo-saxons, ou à la raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qui manquerait si l'entreprise n'existait pas? Si la réponse est rien, franchement, il y a un problème. Donc ça, c'est, je crois, le premier engagement d'un dirigeant. Et je voudrais revenir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les pays émergents. Écoutez, moi, ce que j'espère, c'est que cette espèce de sonnette d'alarme retentissante sur le climat qui concerne tout le monde, et je pense que c'est ça le fait finalement vraiment le tipping point, c'est qu'auparavant, finalement, les crises étaient régionales. Les crises de sécurité, les crises de non-accès, au fond, les crises sanitaires. Moi, j'ai travaillé longtemps dans les métiers de l'eau et de l'assainissement. J'étais scandalisée, mais c'était il y a 15 ans déjà, par le fait qu'un enfant meurt toutes les 18 secondes parce que pas d'accès à une eau potable de qualité. Et tout le monde s'en fout, c'est un scandale. Mais ça ne concernait pas tout le monde. Là, pour la première fois, le sujet est planétaire. Et ça change tout. Parce que n'importe quel geste fait par n'importe où, par n'importe qui, a un impact sur tout le monde, parce qu'il n'y a rien de plus fongible que le CO2, dont Philippe a dit tout à l'heure, il est inquiétant, on ne le voit pas, etc. D'accord, mais on le mesure. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est que ceci provoque quelque chose qui est de l'ordre d'un réveil, qui, j'espère bien, va amener à réfléchir pas seulement à l'aspect climatique, qui est évidemment très important, mais réfléchir en profondeur au sens de l'entreprise. Et je crois que sur les sujets d'accès à l'eau comme d'accès à l'énergie, c'est vraiment une coopération qu'il faut mettre en place entre les entreprises, les institutions locales, les ONG. On fera ça ensemble. Et je crois vraiment que c'est le sens de l'histoire. Et j'ai de l'espoir parce que c'est, je crois, ce qu'on voit émerger.